Nous sommes le 21 mai 2016. Un tailleur indien de 58 ans vacille et titube dans la zone de la mort de l'Everest à 8382 mètres, avançant comme un homme ivre sans oxygène. Son Sherpa attitré a disparu. Ses coéquipiers le supplient de faire demi-tour, mais le commerçant indien de 58 ans continue de grimper vers son rêve impossible. Mais au cours des 36 heures suivantes, plus de 40 personnes le contourneraient alors qu'il agonise et continuerait à grimper sans même penser à l'aider. Et ce qui s'est passé ensuite allait révéler un problème bien plus profond que l'abandon d'un seul homme. Ce qui fait de la mort d'une personne une légende virale et de celle d'une autre un scandale oublié. De l'homme mourant ignoré par 40 alpinistes qui l'ont enjambé pour prendre leurs photos au sommet, au réalisateur dont l'équipe chargée de récupérer son corps a menti en prétendant ne jamais avoir retrouvé son corps. Voici les corps les plus ignorés de l'Everest. Bienvenue dans l'extrême. Je veux que tu imagines quelque chose pendant un instant. Tu es un alpiniste expérimenté en train de gravir le sommet du mont Everest lorsque tu aperçois quelque chose d'étrange. Une tache noire immobile dans la neige à 8382 mètres d'altitude, mais en t'approchant, tu réalises que c'est un homme dont les yeux sont tellement gonflés par la cécité des neiges qu'ils ressemblent à des ballons prêts à éclater. Ses mains sont complètement noires à cause des gelures et il gratte désespérément la glace avec ses doigts nus, creusant, tout en se parlant à lui-même comme s'il avait perdu la raison. Il s'appelait Paresh Nath et seulement 3 jours plus tôt, il était l'homme le plus heureux du monde. Vous voyez, Paresh était un tailleur de 58 ans originaire de Durgapur, en Inde, qui aimait voir grand parce qu'il avait un rêve qui le consumait complètement, se tenir au sommet du mont Everest. Ce n'était pas juste un passe-temps du week-end pour Paresh. C'était le but de sa vie. Alors que d'autres tailleurs achetèrent de nouveaux stocks ou développèrent leurs affaires, Paresh mettait chaque sou de côté dans un bocal étiqueté Everest pendant toute une décennie. Ses amis pensaient sûrement qu'il était fou. Ses voisins pensaient certainement qu'il voyait trop grand. Mais Paresh se moquait bien de ce que les autres pensaient. En 2016, il avait enfin assez d'argent pour réaliser son rêve. Le plan semblait assez simple. Paresh et 3 autres alpinistes indiens allaient grimper avec 4 Sherpas expérimentés d'une agence appelée Trekking Camp Nepal. Les Sherpas étaient censés rester avec leurs alpinistes assignés à tout moment, surtout dans la zone de la mort, où une seule erreur signifie la mort certaine. Mais ce qui s'est passé ensuite, c'est là que cette histoire devient un véritable cauchemar. Petite parenthèse au milieu de ce chaos. Si vous souhaitez faire partie de la communauté extrême, avoir un accès anticipé à nos vidéos et à des sondages exclusifs, rejoignez-nous sur Patreon. On se retrouve là-bas. Donc, le 20 mai 2016, Paresh a enfin commencé sa tentative d'ascension. Mais il y avait déjà un problème dès le début. L'équipe est partie pour le sommet à 19h30. Ce qui est dangereusement tard pour une tentative de sommet sur l'Everest. Mais Paresh et ses 3 coéquipiers, Sunita Hazra, Gautam Ghosh et Subhas Paul, ont décidé de continuer même s'ils savaient que leur heure de départ les mettait déjà en danger. Et avant de les blâmer, regardez la situation dans laquelle ils se trouvaient. Ce n'étaient pas des alpinistes expérimentés avec plusieurs tentatives de l'Everest à leur actif. Paresh était un commerçant. Ses coéquipiers étaient des gens ordinaires qui rassemblaient tout ce qu'ils avaient pour s'offrir cette unique chance de réaliser leur rêve. La réalité, c'est que lorsque vous avez passé 10 ans à économiser chaque roupie, lorsque vous avez hypothéqué votre boutique pour cette seule chance, lorsque c'est peut-être votre unique occasion de tenter l'Everest, vous allez probablement prendre des décisions risquées. Même si une voix en vous dit que quelque chose ne va pas. Alors, à 19h30, le 20 mai, Paresh et ses coéquipiers ont commencé à grimper dans l'obscurité, chacun accompagné de son guide Sherpa assigné. Le plan était de grimper toute la nuit, d'atteindre le sommet à un moment donné le lendemain, puis de redescendre en sécurité. Alors qu'ils grimpaient toute la nuit, la zone de la mort faisait ce qu'elle fait toujours, les tuant lentement à chaque pas. À cette altitude, ton corps est littéralement en train de mourir. Ton cerveau est privé d'oxygène. Chaque mouvement est épuisant. Tu es complètement dépendant de ton guide Sherpa pour trouver l'itinéraire, gérer ton oxygène et te garder en vie. Mais quelque part pendant cette longue ascension nocturne, Mingma Tamong a pris une décision qui entrait tous ceux qui étaient impliqués. Il a essentiellement regardé Paresh, ce tailleur de 58 ans qui lui avait confié sa vie, et il est simplement parti. Nous ne savons pas exactement quand cela s'est produit. Peut-être que Paresh avançait trop lentement. Peut-être que Mingma s'est senti frustré ou effrayé. Peut-être a-t-il jugé que Paresh n'allait pas s'en sortir et n'a pas voulu risquer sa vie pour l'aider.
Mais quelles que soient de ces raisons, Mingma est redescendu jusqu'au camp, laissant son client seul sur la montagne. Donc, au matin du 21 mai, et que les coéquipiers de Paresh l'ont aperçu en train de grimper seul près du balcon à 27 500 pieds, il était déjà sans son guide depuis des heures. Il était épuisé, probablement confus à cause du manque d'oxygène, et il essayait toujours d'atteindre son rêve. Les coéquipiers de Paresh le suppliaient de faire demi-tour immédiatement. Il voyait bien qu'il était déjà en difficulté, sans son Sherpa et sans soutien approprié. Mais Paresh avait attendu 10 ans pour ce moment. Il était si proche de son rêve qu'il ne pouvait pas se résoudre à abandonner, et cette décision entrait tous ceux qui le connaissaient. Cet après-midi-là, le 21 mai, l'une de ses coéquipières, Sunita Hazra, a remarqué quelque chose qui a dû lui faire remettre en question tout ce qu'elle voyait. Il y avait Paresh essayant de redescendre seul à environ 8400 mètres, sans aucun oxygène, titubant et vacillant comme s'il était ivre dans la zone de la mort. Peux-tu imaginer la terreur absolue de ce moment ? Se rendre compte que la personne payée pour te garder en vie t'a abandonné et que tu es désormais totalement seul à une altitude où ton corps meurt littéralement minute après minute ? Mais Paresh bougeait encore, il essayait toujours de s'en sortir, croyant encore d'une manière ou d'une autre qu'il pouvait réussir et redescendre sain et sauf. Mais ce qui s'est passé ensuite, c'est ce qui me tient encore éveillé la nuit. Dans la nuit du 21 mai, plusieurs équipes d'alpinistes qui montaient, pour tenter à leur tour d'atteindre le sommet, ont commencé à rencontrer quelque chose de malheureusement trop courant sur l'Everest. Ils ont trouvé Paresh assis dans la neige au-dessus du South Col, gravement en manque d'oxygène, incapable de bouger correctement et manifestement en grande difficulté. Et la plupart d'entre eux ont simplement contourné son corps mourant et ont continué à grimper vers leurs propres rêves. Certains ont sans doute pensé qu'ils ne pouvaient rien faire. D'autres se sont convaincus que quelqu'un d'autre l'aiderait. D'autres ne voulaient même pas penser à ce qu'ils voyaient, parce que cela les obligerait à affronter la réalité de ce qu'est vraiment cette montagne. Mais là, Paresh était assis, heure après heure, pendant toute la nuit, du 21 au 22 mai, son corps s'éteint lentement. À ce stade, il dérivait probablement entre la conscience et l'inconscience à cause du manque d'oxygène, tandis que le défilé d'alpinistes continuait, le contournant comme s'il n'était qu'un autre débris de la montagne. Pendant près de 20 heures, Pareshnath a survécu dans cet état hypoxique au-dessus du South Col, ce qui est en soi un miracle médical. La plupart des personnes qui rencontrent de graves problèmes à cette altitude décèdent en quelques heures, mais d'une manière ou d'une autre, une partie incroyable de son esprit l'a maintenu en vie bien plus longtemps que ce qu'un être humain devrait pouvoir supporter. Puis, dans l'après-midi du 22 mai, après avoir été exposés pendant des heures à la zone de la mort, des membres de l'équipe de l'armée du Corps national des cadets de l'Inde redescendaient après avoir atteint le sommet lorsqu'ils ont aperçu quelque chose d'étrange à seulement quelques mètres au-dessus du South Col. Une tache noire dans la neige, immobile. En s'approchant, ils ont réalisé que c'était un homme et qu'il creusait, griffant la glace avec des doigts noircis et gelés, parlant tout seul comme s'il avait perdu la raison. Contrairement aux dizaines d'autres alpinistes qui avaient croisé Paresh et étaient passés leur chemin, ces soldats n'ont pas hésité. Ils se sont précipités vers lui et ont vu qu'il était dans un état catastrophique. Ses yeux, gonflés par la cécité des neiges, semblaient prêts à éclater. Sa respiration était superficielle et laborieuse. Sa peau avait cette couleur bleu-gris qui signifie que quelqu'un manque cruellement d'oxygène. Et quand ils ont essayé de lui parler, il pouvait à peine répondre, marmonnant seulement des mots confus qui n'avaient aucun sens. Les soldats ont aussitôt tenté de le sauver, bien que cela exige des ressources et de l'énergie essentielle si à leur propre descente. Ils ont organisé leur Sherpa pour le soulever avec précaution, l'ont amené dans leur tente au camp 4, au col sud, et ont immédiatement commencé à travailler frénétiquement pour essayer d'inverser ce qui était arrivé à son corps. Ils lui ont donné de l'oxygène d'appoint en espérant revitaliser ses organes. Ils ont aussi réchauffé de la soupe et tenté de lui faire boire. Ils ont examiné ses mains gelées, essayant de voir s'il y avait un moyen de sauver ses doigts. Pendant des heures, ces soldats se sont occupés de lui, se relayant probablement pour surveiller sa respiration, ajustant le débit d'oxygène, essayant de lui faire manger ou boire quelque chose. Ils dirigeaient un hôpital de campagne à 8000 mètres d'altitude, mais malgré leurs efforts désespérés et ininterrompus pour le sauver, il était trop tard. Les dégâts causés par près de 20 heures d'exposition dans la zone de la mort étaient trop graves. Aux premières heures du 23 mai, Pareshnath est finalement décédé dans leur tente, entouré d'inconnus qui avaient tout tenté pour le ramener du bord du gouffre.
Je ne peux m'empêcher de me demander si seulement une des plus de 40 personnes qui avaient contourné Paresh pendant ces 20 heures s'était arrêtée pour l'aider plus tôt, aurait-il survécu? Si ses coéquipiers ce matin-là avaient été plus fermes pour le forcer à faire demi-tour, au lieu de le laisser continuer seul, il serait probablement encore en vie aujourd'hui, de retour chez lui dans sa boutique en Inde, racontant à tout le monde comment il avait atteint le sommet du monde. Mais au lieu de cela, chacun a fait le même calcul, les uns après les autres. Continuez à suivre leurs rêves, un autre s'occupera de l'homme mourant dans la neige. Et quand quelqu'un a finalement fait ce qu'il fallait, c'était déjà trop tard depuis 20 heures. Maintenant, si ce n'était qu'une histoire d'abandon tragique, ce serait déjà assez horrible. Mais ce que les enquêteurs ont découvert l'année suivante a révélé quelque chose d'encore plus sinistre, bouleversant tout ce que l'on pensait savoir sur la corruption à l'Everest. Parce que ce qu'ils ont trouvé, c'est la preuve d'une dissimulation systématique qui remontait jusqu'au sommet. Souvenez-vous de ces 4 Sherpas censés protéger Paresh et ses amis. Il s'est avéré que chacun d'entre eux avait abandonné ses clients. Mingma a laissé Paresh. Un autre Sherpa nommé Pachang Nuru a abandonné sa cliente Sunita et a peut-être emporté ses bouteilles d'oxygène. 2 autres ont abandonné leurs alpinistes lors des passages les plus dangereux de la descente. Mais c'est là que cela devient troublant. Lorsque les enquêteurs ont essayé d'interroger le Sherpa principal, Bir Bahadur Gurung, pour découvrir ce qui s'était réellement passé là-haut, il s'est tout simplement volatilisé, disparu complètement. L'agence a affirmé qu'il le cherchait, mais il était devenu totalement injoignable. Et tenez-vous bien, il avait avec lui l'un des appareils photo des alpinistes. Les enquêteurs en cybercriminalité ont constaté que 2 photos cruciales avaient été mystérieusement supprimées. Ces photos avaient été prises entre le sommet sud et le véritable sommet, ce qui signifie que des preuves cruciales de ces derniers instants avaient été délibérément effacées. La corruption était encore plus profonde que ce que quiconque aurait pu imaginer. L'agence d'expédition avait soumis des rapports complètement faux aux autorités népalaises, inventant en fait des histoires sur ce qui s'était passé. Quand les enquêteurs les ont confrontés, ils ont soudain soumis un rapport révisé, admettant que tout dans le rapport initial reposait sur les mensonges racontés par les Sherpas. Des responsables censés superviser l'expédition ont rédigé des rapports sans jamais se rendre au camp de base. 7 à 8 bouteilles d'oxygène ont disparu du camp, 4 laissant l'équipe avec des réserves d'oxygène insuffisantes au point d'en mourir. C'était une falsification systématique des preuves, une intimidation des témoins et une falsification de documents à grande échelle. Voici ce qui rend cette histoire encore plus déchirante. De retour en Inde, l'épouse de Paresh, Chandana, traversait une épreuve que personne ne devrait jamais avoir à endurer. Dans la tradition hindoue, les femmes mariées portent une marque rouge dans les cheveux, appelée sindoor, et des bracelets rouges et blancs pour signaler leur statut marital. Lorsque leur mari décède, elles retirent immédiatement ces signes comme marque de veuvage. Mais Chandana n'a pas pu se résoudre à retirer les siens plus d'1 an après la mort de Paresh, car sans son corps, elle ne pouvait pas accepter qu'il soit vraiment parti. La famille avait désespérément besoin de récupérer son corps, émotionnellement, religieusement et légalement. Mais la récupération d'un corps dans la zone de la mort peut coûter jusqu'à $100 000, bien plus que ce que la famille Taylor pouvait se permettre après avoir déjà dépensé toutes ses économies dans l'expédition qui l'a tué. Puis, quelque chose d'inédit s'est produit. En mai 2017, le gouvernement du Bengale occidental a décidé de financer une équipe de 8 à 10 Sherpas d'altitude pour une opération de récupération. Ils ont affronté une réalité brutale. Le corps de Paresh était gelé à 8400 mètres d'altitude, ce qui signifiait que les Sherpas devaient le dégager de la glace à coups de piolet. Ils ont travaillé par roulement, car personne ne peut rester aussi longtemps dans la zone de la mort. Ils ont passé 28 heures dans des conditions qui tuent en quelques heures, à dégager prudemment le corps, à le sécuriser, puis à le descendre à travers l'un des terrains les plus dangereux de la planète. Un Sherpa a qualifié cela d'opération la plus complexe sur l'Everest. Mais ils ont réussi à ramener le corps de Paresh chez lui. Sa famille a enfin pu faire son deuil. Le 1er juin, ses restes sont enfin rentrés à Calcutta, où sa famille a pu accomplir les rites de crémation et immerger ses cendres dans le Gange. Mais voici ce qui est fou. Même si l'histoire de Paresh impliquait de la corruption, des preuves disparues et des dissimulations qui ont été rapportées par CNN, la BBC et le New York Times, presque personne ne connaît cette histoire. J'ai dû consulter des dizaines de sources juste pour comprendre ce qui lui est arrivé. C'est là que j'ai compris quelque chose de vraiment dérangeant sur l'Everest. Des millions de personnes connaissent Green Boots, l'alpiniste dont les bottes vertes vives l'ont rendu célèbre, et tout le monde parle de Sleeping Beauty, l'américaine qui a eu sa propre équipe de récupération financée par les alpinistes britanniques Ian Woodall et Cathy O'Dowd.
Mais Paresh a simplement été laissé dans l'oubli. En fait, il n'a été récupéré que parce que son gouvernement a dû intervenir après qu'un énorme scandale a révélé une fraude systématique. Certains corps deviennent des repères célèbres, d'autres sont oubliés, même si leurs histoires révèlent des secrets plus sombres sur le fonctionnement réel de cette montagne. Si une affaire comme celle de Paresh, avec toute cette couverture médiatique, l'intervention du gouvernement et la manipulation de preuves pourtant documentées, a pu disparaître de la mémoire des gens, qu'arrive-t-il aux alpinistes dont la mort s'accompagne de dissimulations encore plus graves? Que se passe-t-il quand des gouvernements mentent sur ce qui s'est passé là-haut? Cette question m'a conduit à notre prochaine affaire. Un réalisateur qui a réellement atteint le sommet pour son pays, pour ensuite disparaître dans ce que sa veuve qualifiera de complot criminel qui remonte jusqu'au sommet de l'État. Aussi choquante que fut l'abandon de Paresh, notre prochaine affaire implique quelque chose d'encore plus sinistre. Une ascension réussie jusqu'au sommet qui s'est transformée en un prétendu complot criminel dont sa veuve affirme qu'il impliquait un meurtre. Le 20 mai 2013, cet alpiniste vivait le plus grand moment de sa vie. Il s'appelle Mohamed Khaled Hossein et il venait tout juste d'atteindre avec succès le sommet du mont Everest, devenant ainsi le 5e Bangladais à atteindre le toit du monde. Mohamed n'était pas un alpiniste comme les autres. C'était un réalisateur de 34 ans titulaire de diplômes en informatique et en technologie des médias. Il réalisait des documentaires sur le changement climatique, traduisait des livres d'alpinisme en bengali et avait une femme, Tamina, ainsi qu'un fils de 2 ans et demi à la maison. C'était sa 2e tentative de l'Everest après avoir dû rebrousser chemin en 2011, alors vous pouvez comprendre à quel point ce moment comptait pour lui. Mais seulement quelques heures après avoir réalisé son rêve de toujours, lors de la descente à environ 8600 mètres, Mohamed est mort, comme ça. La déclaration du ministère du Tourisme du Népal était volontairement vague. La cause exacte du décès est inconnue, mais l'altitude a joué un rôle. Son corps a été laissé dans sa tente dans la zone de la mort, pratique courante pendant la saison d'alpinisme. Mais ce qui s'est passé ensuite allait transformer cette mort tragique en quelque chose de bien plus sombre. Vous voyez, le gouvernement du Bangladesh a immédiatement financé une mission de récupération pour environ $1000 avec un accord officiel entre le ministère du Tourisme du Népal, l'ambassade du Bangladesh et Seven Summit Trekking Limited. Le contrat était très précis. Il exigeait des images vidéo toutes les 30 minutes et une technologie de suivi par satellite pour documenter chaque instant de la recherche. Peu de temps après la mort de Muhammad, 12 Sherpas sont montés pour retrouver son corps. Ils ont cherché pendant environ 2 heures dans la nuit de dimanche et le matin du lundi et ils ont affirmé n'avoir rien trouvé. Aucun corps, aucun effet personnel, aucune trace de Muhammad nulle part. Juste un sac qui lui appartenait. De fortes chutes de neige pendant 3 jours auraient apparemment tout recouvert. La recherche a été prolongée jusqu'au 5 juin, mais le temps est resté mauvais. Affaire classée. La veuve de Mohamed, Tamina, était dévastée, mais elle a accepté ce que les experts lui ont dit. Son mari était parti, perdu quelque part sur la montagne, recouvert par la neige. Elle a entamé le douloureux processus de deuil sans jamais avoir pu dire au revoir. Mais des mois plus tard, alors que Tamina avait encore du mal à comprendre ce qui était réellement arrivé à son mari, elle a décidé de mener sa propre enquête. Elle a dirigé une équipe au Népal en septembre 2013, espérant trouver une forme d'apaisement ou des réponses. Ce qu'elle a découvert allait bouleverser tout ce qu'elle pensait savoir sur la mort de Muhammad. Au cours de son enquête, Tamina a appris qu'un membre de cette équipe de récupération Sherpa, la même équipe qui avait officiellement affirmé n'avoir rien trouvé, aurait avoué à d'autres alpinistes qu'ils avaient en réalité vu un corps pendant la recherche. Prenez un moment pour y réfléchir. Une équipe de récupération financée par le gouvernement, avec un contrat officiel exigeant de la documentation et un suivi par satellite, a officiellement déclaré n'avoir rien trouvé. Mais ensuite, l'un d'eux avoue en privé le contraire. Ce ne sont ni de mauvaises conditions météo, ni des circonstances malheureuses. C'est peut-être une fraude criminelle. Les preuves sont encore plus troublantes. Lorsque la veuve de Mohamed, Tamina, a conduit son équipe au Népal en septembre 2013, elle a fait une autre découverte choquante. Tout ce qui aurait pu documenter ce qui était réellement arrivé à son mari avait disparu. Ses 2 sacs, son appareil photo, son ordinateur portable, ses cartes mémoire, sa caméra vidéo, sa monnaie, son passeport, les contrats qui auraient dû être conservés par l'agence d'expédition. Chaque preuve qui aurait pu révéler la vérité avait mystérieusement disparu. Je ne peux pas m'empêcher de me demander qu'y avait-il sur ces cartes mémoire ? Qu'avait-il filmé avec cette caméra durant cette expédition ou sa carrière précédente ? Y avait-il dans ces enregistrements quelque chose que quelqu'un voulait cacher au monde ?
Nous ne le saurons jamais, mais l'accusation la plus grave est venue d'un des Sherpas de l'expédition. Lakpa Nuru Sherpa aurait prétendument envoyé un message à la femme de Mohamed par l'intermédiaire d'un autre Sherpa. Il a affirmé que le corps de Mohamed avait été laissé près du balcon du sommet sud et que Pemba Dorje Sherpa, le guide principal de Mohamed et alpiniste détenteur de 4 records du monde, qui était censé assurer sa descente en toute sécurité, était responsable de la mort. Ce n'était pas qu'une accusation de négligence ou de mauvais jugement. L'implication était que Mohamed n'était pas simplement mort naturellement du mal des montagnes avant d'être laissé là. La suggestion était qu'il avait été abandonné alors qu'il était encore en vie ou immédiatement après sa mort, plutôt que de recevoir les tentatives de sauvetage auxquelles chaque client a droit et pour lesquelles il paie. Réfléchissez à ce que cela signifie. Mohamed avait réussi à atteindre le sommet. Il avait réalisé son rêve. Il pensait probablement à rentrer chez lui auprès de sa femme et de son fils de 2 ans et demi. Et puis, selon l'accusation de ce Sherpa, la personne qui était censée le ramener en sécurité l'a simplement laissé là pour mourir. Mais c'est encore plus troublant. Lorsque les autorités ont commencé à enquêter sur ces allégations, Shah Jahan Marida, vice-président du club d'alpinisme et de trekking du Bangladesh, a fait une déclaration publique qui a suscité encore plus de questions lorsqu'elle est sortie. Il a déclaré qu'il y avait une mafia qui gérait l'affaire et a accusé les autorités népalaises de mauvaise gestion et de négligence. Le sous-entendu était parfaitement clair. La corruption systémique dans l'industrie de l'Everest au Népal avait complètement englouti cette affaire, et les responsables n'auraient à rendre aucun compte. Et voici la partie vraiment dérangeante. Malgré toutes ces accusations explosives, les équipes de récupération financées par le gouvernement qui mentent, les preuves manquantes, les accusations d'abandon par les Sherpas, les responsables qui parlent d'une opération mafieuse, absolument personne n'a eu à faire face à la moindre conséquence. Le corps de Mohamed reste aujourd'hui sur le mont Everest, vraisemblablement à environ 8600 mètres près du sommet sud. Sa veuve et son fils n'ont jamais pu faire leur deuil. Sa famille n'a pas pu accomplir les rites funéraires musulmans, et ceux qui en auraient été responsables ont continué à guider d'autres alpinistes comme si rien ne s'était passé. Sa mort a tellement bouleversé la communauté des alpinistes du Bangladesh qu'ils ont pratiquement cessé de tenter l'ascension de grands sommets pendant près d'une décennie de 2013 à 2022. C'est à quel point ils ont été traumatisés par ce qui est arrivé à Muhammad et par l'absence totale de justice qui a suivi. Alors que l'affaire de Muhammad implique des mensonges présumés et des dissimulations criminelles, notre dernière histoire montre un chagrin différent. Il était environ 13 heures, le 25 mai 2010, et Peter Kinloch était littéralement au sommet du monde. L'alpiniste écossais de 28 ans venait tout juste d'atteindre le sommet du mont Everest. Il était ravi, prenant des photos avec ses coéquipiers, portant son bonnet de football à chardon qui l'emmenait à chaque sommet. Au début de l'expédition, Peter avait dit que gravir l'Everest serait la réalisation d'un rêve qu'il avait depuis 25 ans, et maintenant il l'avait fait. Il vivait son rêve. Mais ce que Peter ne savait pas, c'est que dans environ 1 heure, le rêve qu'il avait hâte de voir se réaliser allait soudainement s'assombrir. Et je veux dire cela littéralement. Peter n'était pas un casse-cou cherchant des sensations fortes. Il travaillait comme spécialiste informatique pour la police de Merseyside, relevait le défi des 7 sommets et faisait l'ascension pour sensibiliser à une cause caritative. Il avait une fiancée turque qui l'attendait chez lui et tout pour être heureux. Cependant, 1 heure après son triomphe, tout a commencé à mal tourner. Peter a commencé à perdre sa coordination en descendant du sommet. Il glissait et trébuchait, puis semblait aller bien, puis trébuchait de nouveau. Au passage rocheux technique, appelé le deuxième ressaut, à environ 8600 mètres d'altitude, il a demandé de l'aide pour descendre les échelles. Puis, il a dit quelque chose qui a dû glacer le sang de ses coéquipiers. Il a admis qu'il avait du mal à voir, puis, sans prévenir, il a dit « Je ne vois plus rien ». Il était tout à coup complètement aveugle au sommet du monde. Voici le détail qui rend cette urgence médicale si effrayante. Peter a dit à son équipe avoir déjà eu cette condition, mais jamais en pratiquant l'alpinisme. Et ce n'était pas une simple cécité des neiges due aux rayons UV qui provoque une douleur intense, c'était une perte subite et complète de la vue. Ce qui était arrivé à Peter, c'était ce qu'on appelle une hémorragie rétinienne en haute altitude. Ses vaisseaux sanguins avaient littéralement éclaté sous une pression extrême combinée à un manque d'oxygène. Du sang s'infiltrait dans ses yeux, ce qui signifiait que son système visuel était en train de défaillir de façon catastrophique. Imaginez à quel point cela devait être terrifiant. Un instant, vous célébrez l'accomplissement d'une vie, prenant des photos au sommet du monde.
L'instant d'après, vous êtes complètement aveugle à 8500 mètres d'altitude où un faux pas signifie une chute mortelle de plusieurs milliers de pieds. Mais ce qui suit n'est ni l'abandon vu avec Paresh, ni la dissimulation supposée avec Muhammad. C'était quelque chose de différent. Une tentative de sauvetage légitime et désespérée qui pousserait l'endurance humaine à ses limites absolues. Son chef d'équipe David O'Brien et le guide Sherpa Jangbu ont immédiatement commencé à aider Peter, aveugle et chancelant, à descendre vers la sécurité. 3 autres Sherpas sont en fait remontés depuis le camp 3 pour prêter main forte. Ils ont donné à Peter de l'oxygène supplémentaire et de la dexaméthasone, un stéroïde pour réduire le gonflement du cerveau. Ils l'ont examiné pour détecter des signes d'œdème cérébral d'altitude. Pendant 12 heures, cette équipe de secours a œuvré dans la zone de la mort où le corps humain ne peut survivre longtemps. Ils étaient eux-mêmes sur le point de devoir être secourus. Mais malgré leurs efforts désespérés, ils n'ont réussi qu'à déplacer Peter d'environ 335 mètres depuis le sommet jusqu'à un endroit appelé Mushroom Rock à 8500 mètres d'altitude. Réfléchissez un instant. 12 heures à risquer leur vie dans la zone de la mort et ils n'ont réussi qu'à le descendre sur à peine un quart de la descente vers 2 heures du matin. Le 26 mai, vers 2 heures du matin, le temps a commencé à devenir vraiment mauvais. L'équipe de secours souffrait d'hypothermie et de gelure, devant faire face à une décision qu'aucun humain ne devrait avoir à prendre. Ils avaient un alpiniste aveugle qui ne pouvait pas se déplacer lui-même, toujours à 8500 mètres dans la zone de la mort. Le temps empirait de minute en minute, il faisait nuit noire et il y avait une réelle possibilité que s'ils continuaient à essayer de sauver Peter, ils mourraient tous en essayant de sauver Peter. Alors David O'Brien et les Sherpas ont pris une décision terrible mais défendable. Ils ont attaché Peter à la corde fixe sur la montagne et se sont repliés pour sauver leur propre vie. Peut-être espéraient-ils qu'une autre personne passerait pour l'aider. Ils pensaient peut-être que Peter survivrait jusqu'au matin et qu'il reviendrait le chercher. Peut-être pensait-il qu'il restait une chance. Mais au fond, il savait sûrement la vérité. À 8500 mètres, dans des conditions météorologiques qui se dégradaient, complètement aveugle et incapable de bouger par lui-même, Peter Kinloch allait mourir sur cette montagne. Et ils avaient raison. Aux premières heures de ce matin-là, le 26 mai 2010, Peter Kinloch est décédé, attaché à cette corde, seul dans l'obscurité, dans l'un des endroits les plus hostiles de la planète. Voilà ce qui est à la fois tragique et remarquable dans cette histoire. Au moment où cette vidéo s'est réalisée, le corps de Peter Kinloch repose toujours à Mushroom Rock, sur l'arête nord-est, accroché à la corde fixe, là où ses Sherpas l'ont laissé en 2010. Les alpinistes passent encore devant un jeune homme qui semble simplement se reposer, parfaitement conservé par la glace, portant toujours sa casquette de football, portant encore en lui les rêves de ses 25 ans. En 2025, le mont Everest retient entre 200 et 250 corps dans son étreinte glacée. Le corps de Mohamed Hossein reste près du sommet sud, aurait été aperçu par des Sherpas payés pour déclarer n'avoir rien trouvé. Le corps de Peter Kinloch reste accroché à cette corde fixe à Mushroom Rock, parfaitement conservé, donnant l'impression qu'il se repose. Voici ce qui me dérange dans ces 3 cas. Il révèle ce qui dérange dans notre façon de distinguer les alpinistes qui comptent de ceux qui ne comptent pas. Prenons le cas de Peter. Son équipe a tout fait correctement. 12 heures à essayer de le sauver, plusieurs personnes ont risqué leur vie malgré l'urgence médicale évidente. Nul ne peut nier qu'ils ont fait de leur mieux. Pourtant, le nom de Peter reste inconnu de la plupart des alpinistes, alors que des corps comme Botte Verte sont devenus célèbres car faciles à voir sur la route. Et oui, utiliser un corps humain comme point de repère est assez problématique, mais au moins les gens savaient que ce corps existait. Peter, Mohamed, Paresh. La majorité des alpinistes ignorent même leur nom. C'est le même schéma dans les 3 cas. L'histoire de Paresh impliquait corruption et preuves manquantes, évoquées par CNN et la BBC. Dans l'affaire Mohamed, certains ont évoqué dissimulation et mensonge. Peter a eu des héros qui ont tenté de le sauver durant une demi-journée. Mais ces histoires sont écartées au profit de récits rassurants sur des corps servant de repères, sans remettre en cause le système. Le problème n'est pas la célébrité de certains corps. Le problème, c'est que les histoires qui apportent de vraies leçons, qu'il s'agisse d'héroïsme, de corruption ou de ce qui tourne mal, sont enterrées, tandis que la communauté de l'alpinisme continue de raconter des histoires simples qui ne dérangent personne. Ce sont les corps ignorés de l'Everest. Non pas parce qu'ils sont cachés, mais parce que le monde a décidé que leur mort comptait moins. Leur disparition fait moins la une que les tragédies d'autrefois. La montagne garde ses morts, mais ceux dont nous choisissons de nous souvenir en dit long sur ce que nous sommes prêts à apprendre. Merci d'avoir regardé, à la prochaine vidéo.
Restez audacieux et vivez avec courage.